paix et la sécurité au niveau établi sur l'ensemble du territoire. On parlait comment reconstruire notre pays, comment redonner le bonheur à l'ensemble du territoire. C'est comme ça que partout nous passons, au moment nous avons reçu et les étudiants et toutes les communautés et les associations pour que nous puissions récolter le plus de doléances possible. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, pour corriger, si besoin en est, notre programme, parce que ce programme ne sert à rien s'il n'est pas une réponse à vos revendications. N'hésitez pas. Le cabaret a un message de formation, mais aussi un message d'espoir. Nous l'avons fait hier à travers de provocation. Et justement, si deux factions de l'opposition commencent à se continuer les mêmes programmes, ça signifie la souffrance que vous avez maintenant va être multipliée par autant de fois, de massacres, manque de travail, d'emploi, la misère que vous connaissez dans les universités et tout ce que les gens connaissent dans les hôpitaux, les gens ne peuvent pas soigner, les mamans qui accouchent dans des conditions très difficiles, les déplacés vont continuer à rester dans les camps. L'insécurité va devenir encore grandissante. Donc vous êtes les fers de lance du changement. C'est ça le rôle de l'élite. L'élite, c'est une lanterne pour éclairer la masse. Nous vous remercions. Le président va vous saluer. Il va vous livrer le message. Mais il sera beaucoup plus à votre écoute. Parce que vous êtes venus spontanément, alors que nous-mêmes, nous avions déjà prévu des audiences parmi lesquelles il y avait des étudiants. Donc nous apprécions cette spontanéité pour qu'effectivement vous avez compris que dans notre pays vous avez un rôle à jouer et nous tenons vous féliciter pour cela. Encore une fois, merci beaucoup. Monsieur le Président, les camarades étudiants sont devant vous. Ils ont hâte de vous entendre certainement sur plusieurs questions. Le Président va faire un mot introductif. Sa vision, et vous allez réagir. Bien, merci. Bien, bonjour encore les amis. Je vous remercie au nom de toute la délégation que je conduis, la délégation du CAF pour le changement, le CACH, pour la spontanéité avec laquelle vous êtes venus vers nous. Je suppose qu'en tant qu'étudiant, vous avez beaucoup de questions, mais surtout beaucoup de préoccupations. Vous êtes le Congo de demain, je l'ai toujours dit, et nous, vos aînés, nous avons le devoir de tout faire pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles afin que le Congo de demain soit piloté par des mains et des cerveaux sûrs, pas des gens que l'on a mal éduqués, mal encadrés, finalement frustrés, et qui se retrouvent sur la rue comme ça, devant des responsabilités, ce qui va évidemment entraîner, vous pensez bien, une mégestion de la République démocratique du Congo. Donc nous militons, nous, vraiment, pour un Congo meilleur, et un Congo meilleur passe par des filles et des fils du Congo qui soient également éduqués dans les meilleures des conditions. Voilà pourquoi notre programme est centré sur l'homme congolais. L'homme avec H évidemment, je n'exclus pas les femmes. Hein. C'est l'homme avec grand H plutôt, j'allais dire. Donc ça veut dire les hommes et les femmes. Donc il est question ici de tout faire pour promouvoir l'homme congolais. Et vous savez, je ne vous apprends rien, des conditions dans lesquelles la population, les Congolaises et les Congolais vivent. Et c'est contre cela que nous allons aller. La première des choses, c'est d'abord vous apporter, nous apporter à tous, dans notre pays, la paix et la sécurité.
pour ça, nous allons vraiment donner chèrement nos personnes pour y arriver. La paix et la sécurité ne seront pas négociables avec qui que ce soit. Ce sont des conditions que nous allons imposer. Au prix de n'importe quel sacrifice, nous le ferons. Il ne faut plus qu'on voit des compatriotes en vêtements, en lambeaux, des compatriotes en détresse dans leur propre pays, fuir leur propre village, ville, que sais-je, leurs propres habitations et émigrer vers d'autres villes dans notre propre pays. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et donc tous ceux qui sont partis à l'étranger, en détresse, qui sont partis en exil, nous favoriserons leur retour et leur réintégration ici, évidemment, au prix de ce que j'ai dit, de la paix et de la sécurité pour tous. Ce n'est que dans ces conditions-là qu'on peut commencer maintenant à réfléchir sur les besoins que nous avons. Et le premier de ces besoins, pour bien encadrer et bien percevoir les besoins, comme je l'ai dit, les priorités des gens, il faut réinstaurer l'état de droit avec une administration qui va rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Parce que comme vous le savez, il y a des endroits où l'État n'existe plus. C'est la loi de la jungle qui prévaut. Des bandits vont arriver, pilotés par je ne sais qui, armés par je ne sais quelle puissance, et ils arrivent, ils font la loi, ils s'en prennent à de paisibles citoyens et commettent tout un tas d'atrocités. C'est parce que l'État a failli. L'État n'est pas là pour les citoyens. Et l'une de nos priorités sera évidemment de rétablir l'autorité de l'État partout. Et lorsque cette autorité de l'État est établie, vous pensez bien, la justice par exemple, eh bien, il n'y aura plus beaucoup de bêtises. Parce que la justice va sévir. Elle va sévir à la fois contre les récalcitrants, mais également et surtout contre ceux qui veulent véhiculer les antivaleurs. Des antivaleurs telles que la corruption. Vous savez, la corruption, elle a miné notre pays pendant longtemps. Elle a ruiné notre pays. C'est à cause de la corruption que ce pays est en crise comme il est aujourd'hui. Parce que des gens qui étaient censés utiliser la richesse de ce pays à bon escient en ont fait leur propriété privée, se sont enrichis, pendant que les Congolais sont restés dans le besoin. Donc ça, évidemment, ça va être une de nos luttes âpres, évidemment. Et donc, grâce à cela, nous allons réussir, avec l'administration qui sera mise sur place, à mobiliser le plus de recettes, à mieux les canaliser, et donc à mieux venir répondre à vos besoins. Nous savons qu'il y a énormément de besoins chez les jeunes. Et le premier de ces besoins, c'est l'éducation. Vous avez besoin de vivre et d'évoluer dans de très bonnes conditions. Donc sûrement qu'il y aura des écoles ou universités qu'on fermera parce que beaucoup ne remplissent pas les normes, etc. On se concentrera sur celles qui existent dans un premier temps, en les réhabilitant, en renforçant le personnel enseignant et en donnant plus de qualité évidemment à l'enseignement. Mais également, pourquoi pas, en construisant en fonction des moyens de nouveaux de nouvelles, je veux dire, formations scolaires et étudiantines pour permettre évidemment à plus de jeunes, parce que la population est en grande partie jeune, la population congolaise, le peuple congolais, donc nous allons évidemment construire d'autres établissements universitaires et autres pour prévoir évidemment cet encadrement. Donc vous voyez que nous mettons énormément de priorités sur vous, parce que moi j'ai toujours dit, au-delà de ce que nous avons comme richesse dans le sous-sol, or, coltan, cobalt, tout ce que vous voulez, c'est d'abord pour moi la première richesse de notre jeunesse. Nous avons une jeunesse formidable qui est d'abord ingénieuse et qui est très active. Et ça, c'est une richesse que beaucoup de pays peuvent nous envier et avec laquelle ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais nous, nous négligeons cette richesse, cette première richesse que nous avons, qui est la jeunesse. Avec vous, nous pouvons, si on s'investit vraiment en vous encadrant comme il le faut,
Et nous pouvons espérer avoir un Congo très compétitif et très gagnant d'ailleurs vis-à-vis des enjeux. Parce que vous savez, le monde tel qu'il évolue, les enjeux vont devenir très très difficiles. Le monde va devenir de plus en plus carnassier. Donc c'est-à-dire, les puissants vont de plus en plus essayer de manger les petits. Et si nous n'avons pas un Congo fort, un Congo doté de gens capables de faire face à n'importe quelle situation, mais nous allons nous faire avaler. Parce que vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de pays envient nos richesses. Ils n'envient pas notre population, ils ne comptent pas sur notre jeunesse comme nous-mêmes les Congolais, mais eux, ils regardent notre sous-sol. Et donc, pour avoir accès à ce sous-sol, il faut avoir des Congolais faibles. Il faut avoir des Congolais qu'on continue à les exploiter. Et c'est pour ça que nous disons non. Nous voulons dresser la nation congolaise, non pas contre les puissants ou que sais-je encore, non. Mais nous voulons la dresser pour qu'elle prenne conscience que la première défense sur laquelle elle peut compter, c'est d'abord sa propre défense. Et pour ça, il faut s'armer comme il faut. Pas armer, je dis, en équipement militaire, ça viendra aussi, mais surtout s'armer intellectuellement, s'armer socialement, ne pas avoir des gens faibles qui seraient prêts à trahir à n'importe quel prix, mais avoir des citoyens bien éduqués, bien formés, patriotes, qui aiment leur pays et qui sont prêts à se sacrifier pour celui-ci. Voilà pourquoi, concernant les étudiants, une idée est en train de germer, a germé dans nos têtes, mais est en train de faire son chemin. Ça dépendra évidemment des moyens qu'aura la République, mais c'est celle de faire que tous les étudiants, dès qu'ils vont terminer leur cycle secondaire, avant d'entamer le cycle supérieur universitaire, de faire une année au service de la nation, au service de la patrie. Ils choisiront. Il y en a qui pourront aller dans un service militaire carrément pour apprendre à défendre la patrie au cas où il y a une urgence quelconque. Et d'autres iront à un service, on va dire, citoyen. On pense à de l'aide aux personnes âgées, de l'aide aux handicapés, des choses comme ça. Donc, mais suivre une sorte de formation, grandeur nature, de patriotisme, d'attachement à son pays. Nous allons avoir, parce qu'aujourd'hui je suis convaincu que si on fait le sondage ici, vous serez plus de 9 sur 10 à dire vous voulez quitter le pays pour aller en exil dans un autre pays, n'est-ce pas? Si on vous offre des conditions, on dit voilà, venez, vous pouvez aller étudier ailleurs, même ici à côté, en Ouganda, n'est-ce pas que vous allez tous accepter? Et pourtant vous avez un beau pays, pourtant vous aimez ce pays, mais vous partez malgré vous. Donc nous allons vous donner les raisons de rester ici, d'aimer ce pays et de le construire. Donc pour ça, il faut que le pays fasse quelque chose pour vous. À l'époque, l'État congolais payait des bourses aux étudiants. Ça existait. Je sais que vous êtes jeunes, vous n'avez peut-être pas connu ça. Mais ce sont des choses qui ont existé dans ce pays. Et ces étudiants, c'est ceux qui sont devenus plus tard des cadres de ce pays. Vous voyez qu'ils ont, malgré le fait qu'ils ont été étudiés à l'étranger, etc., mais puisqu'ils avaient la bourse du conseil exécutif, pour la plupart d'entre eux, ils sont revenus par amour pour ce pays qui leur a permis d'apprendre à l'étranger. Donc c'est ce qui va se passer avec nous. On donnera ces bourses, ceux qui choisiront de rester ici pourront, ceux qui voudront faire des formations ailleurs, mais soutenus par des bourses du gouvernement congolais, le feront. Et vous verrez que vous allez rentrer une fois après, parce que vous savez qu'il faut rendre à la République ce qu'elle vous a donné. Donc c'est ça que nous voulons faire, et c'est possible. Que personne ne vous raconte que c'est du domaine, du difficile, de l'incroyable. Non, ça va se faire. Pour ça, il faut simplement deux choses. Il faut des dirigeants qui sont sérieux et consciencieux. Et puis ensuite, il faut des dirigeants qui aiment le Congo et les Congolais. C'est tout. Et moi, je peux dire que Vital Kamerhe et moi incarnons ce type-là de dirigeants. Nous n'avons jamais voulu trahir ce pays. Et nous ne le trahirons pour rien au monde. Et nous sommes prêts parce que nous avons
ce cheminement-là de combat pour ce pays, nous sommes prêts à nous battre pour ce pays, pour vous et avec vous. Pas en vous exploitant, mais en vous mettant devant et en étant à votre service. Ça passe par les élections le 23 décembre prochain. Vous devez savoir une chose, ces élections-là, tout le monde ne les veut pas, à commencer par le temps du pouvoir. Nous en sommes arrivés là grâce à la pression, à la fois que nous avons faite ici à l'intérieur du pays, mais aussi à la pression internationale. Ne croyez pas que c'est de gaieté de cœur que Joseph Kabila accepte de ne pas briguer un troisième mandat. Ne croyez pas que c'est de gaieté de cœur qu'ils ont mis en branle ce système électoral qui va nous amener aux élections du 23 décembre. La preuve d'ailleurs, vous voyez, ils ont refusé toute présence de témoins, d'observateurs étrangers. C'est un peu pour les punir de leur avoir fait cette pression. Donc les gens, tout le monde ne veut pas de cette pression, de ces élections. Et même certains amis avec qui nous sommes dans l'opposition, avec qui nous avons énormément discuté, débattu sur ce processus électoral, même certains d'entre eux ne veulent pas de cette élection. Il n'y a qu'à suivre leur mot d'ordre lorsqu'on vous dit d'entrer dans un bureau de vote et de falsifier le bulletin en écrivant sur un stylo, avec un stylo, en sachant qu'en le faisant, ce bulletin va être déclassé. Donc c'est pour favoriser, sans le savoir ou consciemment, je ne sais pas, mais on fait le lit de celui dont les électeurs vont être disciplinés, vont voter avec cette machine. Nous, nous disons c'est dangereux. Nous n'avons pas fait le choix de la guerre, nous. Pourtant, on en avait l'occasion, mais on n'a pas pris les armes. Parce que nous ne voulons pas libérer le Congo par le sang. Nous n'en avons pas d'ailleurs l'expertise. Ceux qui en ont eu cette expertise l'ont tenté, et vous savez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Ça fait 20 ans que le Congo pleure. C'est mort. 20 ans. Depuis l'entrée de l'AFDEL. Et l'AFDEL est entrée, elle a amené aussi son lot de violence qui a entraîné une autre violence. Le pays a été divisé, on est allé au dialogue intercongolais. Malgré cela, la paix n'est toujours pas revenue en République démocratique du Congo. Parce que quelques individus avaient décidé un jour de prendre les armes pour libérer le pays. C'est peut-être noble, mais ça n'a pas réussi. Et nous, nous disons, ça suffit. Les Congolais ont assez péri comme ça. Le sang des Congolais a assez coulé comme ça. Il est temps maintenant de voir les choses autrement. Malheureusement, la seule possibilité que nous avons de revoir les choses autrement, ce sont ces élections biaisées. Nous en sommes convaincus. La machine à voter, nous étions contre la machine à voter, c'est vrai. Mais nous n'avons pas le choix. Parce que si nous avions continué à être contre cette machine à voter, Kabila allait comprendre la situation et dit, bon, ok, je vais profiter comme ça, je vais maintenir cette machine. L'opposition va dire non, 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 elle sera prise dans son propre piège. Finalement, elle ne viendra pas aux élections, elle ouvre un boulevard et il peut faire n'importe quoi. Vous avez appris qu'il a promis de revenir en 2023. Et vous voyez qu'il va revenir comment? C'est par son candidat qu'il espère faire passer et qui lui va lui préparer le lit pour 2023. Donc, ça veut dire que si nous avions laissé la voie, mais ce scénario, il fallait le monter tranquillement. Nous nous disons non, puisque nous avons l'appui du peuple, que la machine soit là ou pas, nous venons quand même. Parce que nous comptons sur le peuple pour qu'il surveille lui-même. C'est le peuple qui va s'exprimer, qui va surveiller ces élections. Son élection. Ce sont ces élections à lui, ce peuple congolais. Il va voter au niveau des présidentielles, au niveau des législatives nationales et au niveau des législatives provinciales. Donc, il surveillera son propre processus. Et donc, nous comptons sur le peuple, on peut prendre ce risque-là. Parce que c'est la seule voie que nous avons. Nous n'avons pas choisi les armes, nous avons choisi la voie des urnes pour avoir l'alternance qui va nous permettre d'instaurer la démocratie et l'état de droit. C'est ainsi que nous avons levé cette option d'aller à ces élections avec ou sans la machine. Pendant que certains amis disent « Ah non, la machine, laissez tomber la oui. » On peut la laisser tomber. Surtout que nous, de l'UDPS et de l'UNC, avant le dépôt de toutes les candidatures au mois de juin, nous étions contre
ce dépôt-là en disant non, au lieu de déposer, faisons pression pour qu'on dégage la machine et ensuite on va voir ce qui va se passer. Ce sont les amis qui aujourd'hui se disent des réveillés ou nous invitent à nous réveiller. Ce sont eux qui se sont précipités à l'époque à déposer les candidats. Et quand il y a eu maintenant les invalidations, alors là maintenant, ah non, finalement tout compte fait, ces élections ne valent pas la peine d'y aller, la machine est là. Mais c'est cette même machine pour laquelle ils allaient déposer leur candidature, où ils avaient déposé leur candidature. Donc vous comprenez un peu le jeu que nous jouons. Alors, voilà pourquoi nous avons dit, nous n'allons pas faire cela. Vous avez commencé par déposer les candidatures, ça nous a tous entraînés à le faire parce que nous ne pouvons pas rester en dehors pendant que vous étiez en train de déposer. On allait avoir nos candidats contre nous. Nous avons déposé nos candidatures. Et maintenant que vous n'en voulez plus, nous disons non, il faut réfléchir maintenant sur comment faire. Donc impliquer le peuple parce que ce sont ces élections. C'est ainsi que vous, je vous invite à vous impliquer dans ces élections. Je sais que ce ne sera pas parfait, je sais que la tricherie est préparée, mais moi je sais aussi que notre peuple est plus fort lorsqu'il est déterminé que n'importe quelle puissance dans ce pays. Donc vous serez, si vous êtes déterminé, capable de mettre à néant toutes les stratégies de tricherie qui seront préparées par le pouvoir. Comment? Dès que vous finissez, vous accomplissez votre devoir, restez devant le bureau. Soutenez les témoins, nos témoins qui seront là. Veillez sur eux, à ce que rien ne leur arrive comme intimidation, comme corruption ou quoi que ce soit. Et à la fin du scrutin, lorsque les bureaux seront fermés, que le dépouillement va commencer, restez là. Attendez que les dépouillements soient terminés et que les résultats soient affichés, comme le dit la loi, sur le bureau de vote. Et le témoin sort avec le PV. Là, vous pouvez maintenant rentrer chez vous, quelle que soit l'heure de la nuit. C'est très important. C'est comme ça que vous allez sauver. Parce que eux, ce n'est qu'après cela, lorsque les résultats vont commencer à être envoyés dans les centres de compilation, que la tricherie va commencer. C'est là qu'ils vont commencer à chipoter les chiffres. Mais vos voix, votre vote ne pourra jamais être volé si vous le surveillez à partir du moment où vous avez mis le bulletin dans l'urne jusqu'au moment où le dépouillement va commencer. C'est ce que nous vous recommandons. Et ça, ils ne pourront rien, même quelle que soit leur intention, même si nous révélons ce que nous allons faire, ils ne pourront rien contre ça. Si le peuple est debout, rien ni personne ne peut le contrecarrer. Voilà ce que nous vous demandons de faire. Bon, je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, je renouvelle les salutations de toute ma délégation et la reconnaissance par rapport à votre visite, votre soutien, votre sympathie. Et j'ouvre les débats. Donc nous sommes à votre disposition. Vous pouvez poser toutes les questions qu'il faut. Je vous remercie. Bon, on va procéder comme ça. Tout le monde est presque 100. Si on demande à chacun de parler, on va terminer après des jours, n'est-ce pas? Vous êtes disciplinés. Nous allons prendre au total 6 questions, exceptionnellement. N'est-ce pas? Ça vous va comme ça? Si ça va, vous voulez qu'on ajoute? On est en démocratie. 10 questions. Tout le monde est d'accord avec 10? Oui. Ils sont d'accord avec 10 qui lèvent la main comment? S'ils sont contre 10, ils s'abstiennent. Adopté. Ok, bon, on va décider si on va prendre un premier lot de 3 questions. On va discuter 3 questions. On va finir avec 2, n'est-ce pas? Alors, respectez ici. Voilà. Et vous choisissez. C'est la seule. La seule. Il faut la protéger. Je peux Yann, tu peux. Lui, non, ça. Yann, notre, oui. Madame, vous pouvez donner votre nom comme ça, Yann va noter. Vous appelez comment? Le nom, c'est pas en note. Je m'appelle Bissakiman Placidi. Bissakiman. Mon nom, c'est Placidi.
Placide. Placide au féminin. C'est la première fois que j'entends ça. Vous n'êtes pas obligé de vous lever, les amis. Hein? Non, là-bas, attendez. C'est là-bas ici. Je crois vous serez dans les deux derniers. Donnez le nom. Machuza. Très bien. Et mon ami? C'est Kacha. Kacha. Oui, ok. Ce sont des notes. Et est-ce que tu es ici? Votre nom? Moi, je m'appelle Ibrahim. Monsieur Ibrahim. Oui. Bon, si, il n'y en a pas au français. Quelqu'un veut s'inscrire de ce côté? Pas pour le moment, peut-être ils auront des idées. Voilà, le nom c'est comment? Dieu donné, écrivez Dieu donné. Bon, merci chers amis. Madame Placide, vous pouvez commencer. Les autres questions à l'instant assises. Je vais demander, il y a négligence des filles ou des femmes au terrain. Je voulais juste qu'on parle sur ça. Souvent, être technicien. Moi, je suis ingénieur, constructeur. Mais souvent au terrain, on voit que les femmes. Je voulais juste vraiment qu'on on change ça, on vous protège plus. C'est ça que je vais qu'on parle sur ça, qu'on nous assure que ça va changer et que ça va s'améliorer. Ouais. Ça va s'améliorer. Oui, merci beaucoup. Une question très complexe. Merci. Ah, c'était qui? Oui. Non, c'est Batouza. Et Batouza, votre question? Moi, je vous avais suivi avec beaucoup d'intérêt. Quand je vous suivais, je pensais que vous allez commencer avec nous la partie des Genève pour nous ramener jusqu'ici. Je pense qu'avant que vous n'arriviez, les gens disaient qu'il y a des opposants qui se sont opposés à l'opposition. Alors ça nous a très fait mal. Nous voulons un peu d'éclaircissement sur ces deux points. Soit c'est pour les opposants, soit c'est le deuxième équipe les opposants que nous allons considérer qui allaient changer le Congo. Ou soit c'est un peu compliqué parce que quand vous avez parlé de la corruption, les gens nous disaient voilà, c'était des tuyaux de gouvernement central envoyés là-bas. Dès qu'ils ont reçu la corruption, ils se sont retirés. Donc, nous avons mis un peu dans l'embarras. Nous éclaircissez un peu ça. Ça allait beaucoup nous aider. C'était ça ma préoccupation. Oui. Kachala. Oui, c'est Kachala. J'ai une petite question et une proposition aussi. Monsieur le Président, vous venez de parler de richesse. Oui, tout le monde le sait que notre Congo a tant de richesses. Là, le vécu de la population congolaise, vraiment, ça ne reflète pas la richesse de notre Congo. Et on se pose sur la vie sociale de la population congolaise parce que nous demeurons souvent dans la souffrance. Et qu'est-ce que vous proposez sur ça et qu'est-ce que encore vous nous assurez sur ça? Et une autre proposition, ma proposition est celle-ci. Vous avez dit que la population, la couche de la population qui souffre le plus, c'est non l'étude. Moi, je suis de la psychologie, je fais la faculté de la psychologie. Par exemple, ceux-là qui font la psychologie clinique, il y a moins de centres neuropsychiatriques ici. On a des problèmes pendant nos pratiques en deuxième licence. Là, nous avons des problèmes parce qu'il n'y a pas de centre pour aller faire des stages. Est-ce que demain, si vous êtes président, vous pouvez arranger tout ça? C'est ça, c'est donc essayer un peu d'arranger pour nous, les psychologues, les cas. Et de ce côté, monsieur, Moi, je voulais poser la question. c'est d'abord comment le nom? Ibrahim. Je m'appelle Ibrahim. Moi, je voulais te poser une question
et surtout savoir si la machine a voté. Vous avez dit que vous avez accepté d'aller aux élections avec ou sans machine. Mais nous, population, et surtout que nous, jeunes et étudiants encore, nous pensons que aller avec quelque chose qui a encore des doutes peut toujours être frustrant. Alors, si aujourd'hui vous décidez d'aller aux élections avec ou sans machine, et qu'après vous vous retrouviez devant un obstacle où les élections ont été votées, ont été volées à l'autre, qu'est-ce que vous en feriez? Moi, j'ai deux petites questions. La première dit, comme maintenant vous vous battez pour la campagne, c'est-à-dire que le président à la prochaine, n'est-ce pas? Voilà. Alors, en étant le président, prière de vous convaincre des traits qui vous différencient des autres candidats qui ont déjà passé et ceux qui viendront après vous. Et la deuxième question, quelles en sont les stratégies que vous entreprenez à la mise en œuvre de la sécurité à la fois prochaine? La sécurité de qui? La sécurité en tout entier. Du pays. Ouais. Du pays. Ouais. Ok. C'est la première question de Mme Passili, c'est la négligence de la femme, n'est-ce pas? C'est ingénieur et voudrait que cette discrimination vis-à-vis de la femme cesse. Est-ce que vous allez changer cela? C'est ça votre question? Oui. En tout cas, c'est très intelligent ce que vous avez dit déjà. Et c'est la preuve que vous êtes une femme qui prend conscience, qui vont aussi prendre la même conscience et se battre pour la même cause. Parce que cette cause a une origine culturelle et familiale. C'est dans nos cultures, dans nos sociétés traditionnelles que nous avons déjà commencé à déclasser la femme. Dans plusieurs familles, vous le savez, les filles sont des laissées pour compte. Il y a même des papas qui divorcent de leur femme parce qu'elle ne met au monde que des filles. Alors que la science nous apprend que celui qui donne le gène qui définit le sexe, c'est plutôt l'homme. Donc si une femme ne fait que des enfants, ne fait que des filles, ben, c'est à cause du mari. Parce que c'est lui qui donne ce gène-là. Voilà. Il faut culturellement, il faut un travail. Ce n'est pas un travail qui va malheureusement, qui va changer du jour au lendemain quand nous on va arriver au pouvoir. On ne peut pas vous mentir, c'est faux. Il faut changer les mentalités, il faut changer la culture. Il faut, et c'est pour ça qu'on parle d'éducation, il faut redéfinir la politique familiale. Parce qu'on a des ministres de la famille, tout ça, mais ce sont des étiquettes. Il n'y a pas une vraie politique familiale, politique de la famille. Parce que c'est là, la famille est la cellule de la nation. C'est important que le père, la mère soient des gens sensés, des gens éduqués, des gens qui sont dans de bonnes conditions pour qu'ils transmettent la même chose à leurs enfants. Mais si eux-mêmes sont des gens déjà qui savent que la femme, sa place, ce n'est qu'à la cuisine, c'est pas ailleurs. La femme, dans les champs, vous voyez que ça va être... voilà, donc c'est ça qui doit commencer par changer. Nous allons nous battre déjà contre ça. Il y aura des campagnes de sensibilisation, il y aura des campagnes de conscientisation de plus en plus, parce que les hommes doivent aussi participer. Vous savez, l'erreur aussi qu'on commet souvent, c'est de laisser ça aux femmes. Mais non, tant que les femmes vont le faire entrer, ça risque de devenir une sorte de lobby anti-homme. Et ça va brouiller maintenant le message. Il faut que les hommes s'impliquent aussi, les hommes comprennent, surtout les hommes les plus durs. Et moi, j'imagine même une situation où, quand un homme, par exemple, la police doit intervenir parce que quelqu'un a battu sa femme, il faut que cet homme soit condamné à s'engager dans des associations comme celle-là, pour aller maintenant mobiliser sur le rôle de la femme. C'est quand des hommes comme ça, on avait connu comme des caïfs, des monstres chez eux, quand ils s'impliquent, quand ils changent, qu'ils peuvent avoir aussi un impact sur la société. Donc il faut
imaginer des politiques en tout genre allant dans ce sens. Je suis d'accord avec vous. C'est important de le faire. Il y a quelques jours, nous avons eu l'honneur d'être invités par nos épouses respectives dans une initiative qu'elles avaient lancée à Kinshasa sur le rôle de la femme, justement. Et j'avais dit qu'il faut ouvrir tous les métiers aux femmes. Et je suis vraiment heureux d'apprendre que vous êtes ingénieur. Vous savez combien de femmes il y a ingénieurs, de femmes ingénieurs il y a au Congo? Vous êtes une des rares. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Si on me dit qu'il y en a 100, je vais vraiment me réjouir. Sur l'ensemble du territoire national, je ne pense pas. Des femmes ingénieurs, il n'y en a pas. Or, il faut encourager ça. Je crois que c'est ça. Et nous allons le promouvoir, nous allons le faire. C'est parce que les mentalités sont ce qu'elles sont. Ne pensez pas qu'ailleurs, ce soit déjà parfait. Hein. Même en Europe, où on a lancé là-bas la promotion du rôle de la femme, etc. Même là-bas, ils ont encore des problèmes de la présence ou de l'accès de la femme dans certains métiers, etc., qui traditionnellement étaient réservés aux hommes. Donc ça viendra culturellement. Mais c'est très bien ce que vous faites, de vous battre à votre âge et d'avoir pris conscience à cet âge, c'est très bien. Vous serez une grande dame, j'en suis convaincu. Monsieur le Président, c'est la question de M. Mathusa. Il a dit qu'il fallait s'attendre à ce que nous partions de l'explication de Genève parce que les opposants qui sont passés ici ont dit que les opposants se sont opposés aux opposants parce qu'ils avaient été motivés par le pouvoir ou corrompus par le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'ils se posent la question de savoir est-ce que ce sont les autres qui sont passés avant qui disent la vérité, ou bien c'est nous qui disons la vérité, voilà. Tout en sachant que la vérité est écrite. Je ne vais pas vous dire d'emblée que nous disons la vérité. Je n'ai pas envie de le faire parce que ça va ressembler à une tentative d'influence. Mais je vais vous dire les faits. Et je commence les faits par la signature. Nous avons signé cet accord de Genève, Vital Kamerhe et moi, en âme et conscience. Donc ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui nous avait mis une arme ici pour dire si vous ne signez pas, vous allez mourir. Non. On a signé en âme et conscience. De bonne foi. Nous l'avons fait. Premier constat, après l'avoir fait. Je vous épargne les détails, je n'ai pas envie de revenir, peut-être, parce que je souhaiterais aussi que le président Vital Kamerhe me complète. S'il veut peut-être parler des détails, je vais lui laisser. Moi, je vous donne les faits tels que vous pouvez les voir. Première réaction à nos deux signatures, les bases, nos bases respectives ont mis la ville de Kinshasa à feu et à sang. C'était des problèmes sérieux. Et moi, à l'UDP, j'ai enregistré des protestations à Kananga, où on a failli même brûler la permanence, à Mbujimaï, à Goma et à Bukavu. À Bukavu, il y a même eu un candidat député qui a quitté l'UDP. Il n'est plus à ce poste-là. On n'a plus de député. Donc, il a dit, je ne peux plus être candidat député. Mon président a trahi notre combat. J'étais en Europe à ce moment-là et très malheureux. Parce que, je vous l'ai dit, nous avions signé en âme et conscience. J'ai pris contact donc avec les différents cadres du parti. J'ai essayé de calmer la situation et j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener la paix, le calme dans le parti. On m'a dit, Président, vous devez annoncer le retrait de votre signature. Si vous le faites, ça va calmer la situation. Je l'ai fait sous la parole, sur demande pressante de la base. C'est une preuve que j'écoute la base. La base n'a pas voulu. Elle m'a dit, si vous croyez que nous allons donner le roi à Fayoulou parce que vous l'avez donné, on ne va pas le faire. Nous, on vous a choisi au congrès de notre parti pour que vous soyez notre candidat
aux élections présidentielles. Et vous n'êtes pas revenu nous consulter pour qu'on change d'avis, vous allez vous engager là-bas. On ne va pas le faire. Donc, pour nous calmer, il faut d'abord retirer. On retire la soirée. Première étape. Deuxième étape. Nous nous sommes rendus compte par après que cette histoire contenait des irrégularités. Et je ne sais pas s'il y a des juristes parmi vous. Mais la notion du DOL, le DOL, D-O-L, vous savez ce que c'est en droit commercial? C'est lorsque vous contractez un acte de vente, par exemple, vous achetez quelque chose, on vous vend une voiture. Vous signez, on est plus forme avec le vendeur, sans aucun problème, et plus tard, 1-2 jours, vous vous rendez compte que cette voiture avait un vice caché. Et vous vous rendez compte que le vice était caché exprès pour pas que vous nous en aperceviez, parce que si vous étiez en aperçu, vous en étiez aperçu, vous n'auriez pas passé cet acte-là, vous n'auriez pas acheté. Et donc, le droit, ou la justice plutôt, vous donne le droit de vous retirer. Vous donne le droit de vous retirer. Et c'est ce que nous avons pris comme acte. Nous nous sommes rendus que notre bonne foi, nous nous sommes rendus compte que notre bonne foi était abusée. Vital Kamerhe, lui, avait été manipulé depuis le début par un de nos amis. Moi aussi, de mon côté, manipulé depuis le début par l'un de nos amis. Et quand vous suivez le cheminement des choses, vous vous rendez compte, ah, les amis nous ont opposés, nous ont empêchés de s'entendre, parce qu'on était les deux grands partis, les deux leaders des deux grands partis qui restaient en compétition. Il fallait tout faire pour ne pas nous amener à cela. Et même nous entraîner dans un piège où c'est le tribalisme qui nous a mis de côté. Donc des gens ont même raisonné en termes ethniques pour dire on n'a plus besoin, on va vous écarter. Ça c'est une chose. L'autre, celle-là, elle est plus politique, plus sournoise encore. C'est lorsque nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, l'objectif, c'était de ne pas aller aux élections. De trouver quelqu'un qui va tout faire pour empêcher à l'opposition d'aller aux élections. Et donc, d'aller dans une sorte de transition qui va en plus de ça durer le temps que ça va durer et maintenir Joseph Kabila au pouvoir. Ça c'est tout ce que nous remarquons après l'avoir retiré notre signature. Donc nous disons non. Nous ne pouvons pas faire une chose pareille, nous avons raison. Nous n'avons trahi personne. Nous n'avons trahi personne. Regardez dans l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde, combien de chefs d'État dont peut-être leurs prédécesseurs ou eux-mêmes avaient signé des actes au nom de la patrie, de leur pays, et qui sont revenus sur ces signatures parce que plus tard ils se sont rendus compte que non, ce n'était pas dans l'intérêt de leur pays. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas dans l'intérêt des Congolaises et des Congolais. Et nos bases nous l'ont démontré. Plus loin encore, lorsque nous sommes revenus après avoir signé l'accord de Nairobi à Kinshasa, mais regardez l'accueil, vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux et tout ça, regardez comment Kinshasa nous a accueillis, regardez partout où nous sommes passés, comment le peuple nous reçoit. Est-ce qu'on reçoit des traîtres de cette manière? Est-ce que vous pensez que les gens ont vraiment le sentiment qu'ils ont affaire à des traîtres? Ils vont applaudir des traîtres? Vous savez, la politique est complexe. Souvent, les gens tombent dans le piège de celui qui a parlé le premier. Et c'est dans ce piège que vous êtes tombés. Parce que ceux qui ont parlé les premiers ont les moyens de le faire. Ils ont manipulé beaucoup de journalistes. Les journalistes aujourd'hui, beaucoup sont manipulables. Ils ont manipulé les réseaux sociaux. Ils nous ont fait passer pour des traîtres. Mais moi, je crois en la vérité. C'est pour ça d'ailleurs que je me bats. Moi, je me suis engagé dans la politique pour la vérité. Parce que je sais que la vérité, quoi qu'on fasse, elle triomphe toujours. Elle finit toujours par arriver. Et cette vérité, elle arrivera. Moi, je suis même convaincu très vite. Elle viendra et elle vous démontrera que
ce ne sont pas nous qui étions du côté des méchants. Nous avons quitté ce navire de Genève à temps. La seule erreur que nous avions commise, si on peut parler d'erreur, c'est d'avoir compati avec les amis qui avaient été invalidés et exclus du processus. Nous avons évité eux. Et je me pose même la question de savoir aujourd'hui, est-ce qu'eux auraient fait la même chose? Parce que pendant que les amis d'autres se préparaient déjà pour aller en campagne, nous, on était encore en train d'aller à Genève, on allait encore à Pretoria, on allait pour chercher à rester unis avec les amis et trouver ensemble une solution. Parce qu'on les aimait. On les aimait, on compatissait à leur sort. Nous trouvions que leur sort était injuste. On ne pouvait pas les écarter de la course aux élections. Ils devaient être avec nous. Et c'est ça qu'ils nous ont rendu. C'est ça qu'ils nous ont rendu. Donc, en allant dans cette histoire, ils ont voulu nous entraîner dans ce boycott, sans dire qu'en fait, ils veulent un boycott. Mais aujourd'hui, moi, je suis curieux de savoir, parce que nous avons passé 3 jours à Genève, pendant lesquels nous avons discuté sur la stratégie adoptée en allant à ces élections. Ils ne voulaient pas de ces élections, parce que, disait-il, il y avait la machine. Ils ne voulaient pas des élections. Leur candidat, d'ailleurs, l'a dit aux Congolais, allez là-bas, si vous voyez la machine, demandez votre bulletin, mettez au stylo, et puis on n'en parle plus. Donc, on va écrire au stylo, ce bulletin sera annulé. Ok. Qu'est-ce qu'on fait après? Vous savez ce qui va arriver après? Chadawi, soit Chadawi va être élu, parce que lui, ses électeurs vont suivre la voie normale, soit les élections vont être annulées, les résultats des courses, Kabila reste. L'article 70 de la Constitution le dit. Tant qu'il n'y a pas de nouveau chef d'État élu, celui qui est là continue. N'est-ce pas? Alors, c'est un avantage qui. On dit que c'est nous les corrompus, nous qui voulons vite en finir avec lui. C'est nous les corrompus. Nous les traîtres, nous qui avons refusé de rentrer dans ce scénario flou qui parle de 2 ans de transition. Et d'ailleurs, vous voyez que ces 2 ans se marient très bien avec les 2 ans qui sont donnés à Fayoulou. Lui qui va être élu pour un mandat de 5 ans, comme le dit la Constitution, on lui intime l'ordre de faire 2 ans. Et il accepte ces conditions. Il va faire 2 ans et il retourne aux urnes. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, croyez-moi, nous n'avons trahi personne. Nous n'avons jamais trahi la République. Nous n'allons pas commencer à la trahir maintenant que nous voyons, nous commençons à voir l'éclaircie se poindre à l'horizon. Moi, je suis convaincu que ça en sera fini dans les semaines à venir pour Joseph Kabila et la Kabylie en général. Nous allons pouvoir fermer la parenthèse de l'AFDL qui a commencé depuis mai de 1997. Je suis convaincu de ça. Mais nous devons rester unis. Et je me suis battu, moi, que vous voyez ici, pour cette unité. Moi, je me suis impliqué là-dedans, pour ce candidat comme M. Mouzito, qui est là, qui l'a amené dans ce groupe. C'est moi qui l'ai amené. Mboussa Niamouissi, pour qu'il soit à Genève. C'est moi qui ai dit aux participants, je dis, on ne commence pas cette réunion sans que Mboussa vienne. Il y a des problèmes à l'Est. Nous devons aussi les impliquer là-dedans, les intégrer. Mais je ne savais pas que je faisais venir des loups dans la bergerie. Des gens qui avaient d'autres calculs. Pas celui des Congolais, mais d'autres calculs. Et lorsque nous nous sommes aperçus de ça, il y avait 2 choses. Ou nous acceptions de subir un arrangement entre cette personne, parmi lesquels 2 sont manipulés. Ou on écoutait le peuple et on sauvait la République. Et c'est ce que nous avons choisi. Parce que c'était aussi facile de dire, ok, bon, ça va, on a pris, on va avoir peur, non, on a de ne pas renier sa signature, ok. Bon. Mais c'est quoi cette personne face à un peuple qui vous dit, c'est pas ça qu'on vous avait demandé, messieurs, quittez cette histoire-là, on ne veut plus en entendre parler. Et pour terminer, je veux vous dire que nous avons reçu des pressions. Si cette histoire n'était qu'une histoire entre Congolais, j'ai dit 7 personnes ici. Pourquoi des étrangers s'en mêlent? Pourquoi des étrangers s'en mêlent? Pour nous dire, revenez vite sur votre décision, sinon vous aurez des conséquences là. Pourquoi? Si ça ne peut passer qu'entre Congolais, pourquoi les étrangers doivent intervenir là? C'est tout ça qui nous a convaincus que nous étions dans le bon, du côté du peuple. Nous avons dit, moi j'ai dit à ce monsieur qui m'a appelé, je dis, monsieur,
faites ce que vous avez à faire. Moi, je veux faire ce que le peuple me demande de faire. Le reste, c'est Dieu qui appartient à Dieu. C'est tout ce que j'ai dit. Et depuis lors, on a subi tout ce matraquage médiatique parce qu'ils ont les moyens de donner de l'argent. On nous fait passer pour notre... Mais la vérité triomphera. Ceux qui ont trahi ce peuple sont connus et on verra. Nous sommes du côté de la vérité, nous sommes convaincus qu'elle nous affranchira, elle va nous blanchir vis-à-vis de notre peuple. Il n'y a pas de problème. Je crois en Dieu, je crois en la vérité. Je suis sûr que notre cause triomphera. Voilà moi ce que je voulais dire sur cette histoire de Genève. Je n'aime pas en parler parce que ça me fait beaucoup de peine. Parce que j'ai compté sur des gens que je pensais être mes amis, mes frères. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Qui d'entre eux, pendant que ça brûlait partout, dans nos bases, qui a même pris la peine de nous appeler pour dire, mon frère, qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est comme ça qu'on voit cet altruisme, cette fraternité. Personne. Nous avons signé dimanche soir, 11 novembre. Nous avons retiré nos signatures lundi 12 novembre, le soir. Les troubles dans nos partis politiques, partout dans nos bases, ont commencé le matin du lundi. Et c'était sur les réseaux sociaux. On voyait des trucs, notre siège à Kinshasa en feu, chez Vital en feu, des déclarations des représentants par-ci, par... C'était connu. Aucun d'entre eux n'a pris la peine de dire, mon frère, nous sommes avec toi, nous te soutenons, écoute, personne. Pire même, nous apprendrons que leurs partisans sablaient le champagne en disant c'est fini, cette fois-ci c'est fini pour l'UDPS, terminé. Alors vous croyez que moi, qui ne suis qu'un héritier de ce parti-là, ce n'est pas moi qui l'ai fondé. Hein. Ce parti est créé depuis le 15 février 1982. J'avais 19 ans à cette époque, je l'ai vu naître, mais je ne l'ai pas créé. Ce parti nous a été légué par ses fondateurs. Et ce parti a connu beaucoup de victimes. Des gens sont morts dans l'UDPS au nom de la liberté, au nom de la démocratie. Et qui suis-je moi pour passer tout ça par perte et profit? Au nom de quoi? Et surtout que je l'avais fait de bonne foi. Je pensais être dans le bon chemin. Mais lorsque vous vous rendez compte que des gens qui vous avaient dit on te soutient, non c'est toi, il n'y a pas de problème, c'est toi qu'on va soutenir, viens seulement, fais ceci, tu as fait confiance, et ce sont les mêmes qui te crachent dessus après. Et moi je vais respecter ça, cet individu, vis-à-vis du peuple congolais. Oh, jamais, ça jamais. Pour n'importe quoi au monde, je ne ferai pas ça. Si je suis un traître, si j'ai été corrompu par Kabila, ça se saura. On verra, qui vivra verra, ça se saura. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Moi, c'est de tout temps qu'on dit ça. J'ai dit que c'est corrompu. Kabila, finalement, ne lui a plus donné cet argent. Il est en train d'aller aux États-Unis avec un ami qui lui a trouvé un plan qui va payer pour lui. Mais je suis ici, toujours sans moyens, avec nos petits moyens, on a un petit peu donné les faits. Vous êtes des intellectuels, analysez-les. Analysez-les. Il y a beaucoup de mensonges dans ce qu'on vous dit. Mais c'est vous les propriétaires de ce pays-là. Et le jour où vous allez découvrir la vérité, n'hésitez pas à sanctionner les vrais coupables. Et ces vrais coupables-là, ne les regardez pas de notre côté. Ils ne sont pas de notre côté. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose maintenant. Absolument. Oui. Parce que nous devons dire la vérité, rien que la vérité, n'est-ce pas? Le président a tout dit. Mais moi, j'aimerais parler avec des preuves à l'appui. Vous êtes des intellectuels. Et à travers vous, je m'adresse à tout Congolais et à toute Congolaise, ceux qui nous suivent en ce moment. Parce que ces pays, nous avons décidé de ne plus infliger la même souffrance au peuple congolais, qui était le résultat des combines des individus s'étant accaparés de l'appareil de l'État et des richesses de l'État. Nous avons été, avant Genève, nous avons été en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, nous avons élaboré le projet, pas même le projet, puisque nous l'avons paraphé. L'accord qu'on a signé à Genève avait été en réalité élaboré, adopté, paraphé en Afrique du Sud. Pourquoi paraphé?
parce qu'on avait dit comme Félix est absent, comme Moïse est absent, comme Bemba est absent, par fond, et nous allons signer tous comme vraiment des vrais présidents pour que personne ne puisse remettre l'accord de Genève en cause. Pour être encore plus clair, nous avons dit, tiens, on doit terminer ici et maintenant, en Afrique du Sud, les termes de référence de la désignation des candidats communs de l'opposition. C'est ce document-là, le terme de référence, là. Il a été signé le 25 octobre en Afrique du Sud. Ça, je crois que c'est le paraphe de Félix Sanga. Ça, c'est mon paraphe. Ça, c'est le MAF. Ça, c'est Martin Fayou. Les autres, là, ça va être effectivement Matougou, Mouzito et Kankonde qui avaient représenté le président Félix Tshisekedi. Donc, chacun pouvait filmer, chacun va reconnaître ce paraphe. Et dans ce document, quand on parle des termes de référence, tout comme ce document a donné naissance, a enrichi l'accord que nous avons paraphé en Afrique du Sud, qui sera signé finalement le 10 novembre à Genève. Vous prenez le document le 11 à Genève. Vous prenez ce document, il y a un chapitre qui parle du choix du candidat commun de l'opposition. Nous parlons de la même chose, non? C'est ça votre question, non? Alors, je vais vous lire les critères de désignation du choix du candidat commun de l'opposition. Vous allez me dire si ces critères ont été appliqués. Et vous allez me démontrer, et dans le mode de désignation, à quel moment on a parlé du vote dans ces documents. Donc, critère 1, capacité de fédérer les forces de l'opposition pendant et après le processus électoral. 2, capacité de rassembler la nation congolaise autour des valeurs de changement, de l'état des droits et de la bonne gouvernance. 3, capacité de mobilisation des moyens financiers nécessaires à la campagne électorale. 4, force d'organisation dans les pays pour conduire une campagne électorale. 5, densité du réseau des candidats présentés par son organisation aux élections provinciales et législatives nationales. C'est le nombre de députés. Les députés en ont présenté plus de 800 au provincial et national. Nous en avons présenté plus de 1000. Celui qui a désigné candidat commun, il en a présenté, je crois, autour de 220 et 280. Ce critère-là. Je prends l'autre critère qui suit, la densité des respect de la parole. 7, capacité d'affronter l'adversaire en face. 8, géopolitique, cartographie électorale. Géopolitique, cartographie électorale, c'est-à-dire, si on cite le parti tel, on peut dire non, non, celui-là, il a une implantation plus au centre qu'à l'est, celui-là, non, non, il est plus à l'ouest. Beaucoup ont discuté, y compris celui qui a été désigné candidat commun, parce que ça veut dire quoi? Puisque nous voulons gagner les élections. Gagner les élections, c'est-à-dire qu'il faut avoir une machine capable de faire gagner les élections. Et là-dessus, il n'y avait que 3 partis qui remplissaient ces critères-là. C'était l'UDPS, qui est sur le plan national incontestablement partout, mais avec un ancrage plus fort au centre et à Kinshasa. Il y avait le MLC, qui a un ancrage sur le plan national, mais avec un fort ancrage à l'ouest. Il y a l'UNC, qui est sur l'ensemble du territoire national, avec un fort ancrage à l'est. Et donc, nous avons finalement le critère numéro 9, tenir compte de la tendance générale au sein de la population. Qu'est-ce que les gens nous disaient? Puisque vous, la population, vous êtes deux. Mais, puisqu'il suffit que Félix et Caméré s'entendent, et nous avons un candidat commun. C'était ça, non? C'est ça l'entendement, puisque Bemba n'a pas été validé, Katumbi a été empêché de se présenter aux élections. Les amis, et même quand nous avons vu Katumbi, les amis ont été empêchés, ça c'est vrai, non? Et le président a dit que nous avons été compatissants. Jusqu'à là, nous sommes aussi le chapitre de la bonne foi. Et donc, nous disons, ce qui reste, c'est de voir les amis. Moi, j'ai vu Bemba. Pendant que je le voyais, Félix était en route pour le voir. Bemba ne m'a pas dit que Félix venait, mais ce n'est pas empêché, c'est qu'il veut le voir.
Et Bemba me rassure, Lino Vital, tu connais quand même mes relations, et puis tu as été président de l'Assemblée nationale, il essaie de me répéter toutes mes qualités et tout. Pour la petite histoire, s'il y a quelqu'un qui a sauvé la vie à Bemba, dans ce pays, c'est bien Vital Kamerhe. Tu es président de l'Assemblée nationale, il y a affrontement entre la GER, la garde présidentielle, et les évadés de Jean-Pierre Bemba. J'ai haussé le ton et c'est vérifiable. J'ai convoqué une conférence du bureau de l'Assemblée nationale pour sauver la démocratie de notre pays. Et moi qui étais du PPR, on fait faire un communiqué qui avait été lu par Katé, Wandaya et Mouledi, rapporté de l'Assemblée nationale pour condamner la garde présidentielle et protéger Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, je suis le premier à aller le voir à l'ambassade d'Afrique du Sud où il a été réfugié. C'est moi qui organisais avec Mme Edouard Zaliba, avec Moueshi qui était président du bureau provisoire du Sénat, son exil au Portugal. Vérifiable. Je suis allé voir Bemba au Portugal, après avoir fait adopter la loi portant statut de l'opposition, pour dire, mon frère, nous avons besoin que la démocratie continue. Moi qui étais de la majorité. Mais comme homme d'État, en tant que président de l'Assemblée nationale, je considère que je suis au-dessus de la mêlée. Et comme je l'avais dit dans mon discours inaugural, je serai l'église au milieu des classes. Donc j'avais besoin que l'opposition vive dans l'Assemblée nationale. Je dis, mon cher Jean-Pierre, reviens, tu seras le porte-parole de l'opposition. Comme ta sénateur, nous allons faire une de la démocratie dans notre pays. Il n'est pas venu. Il est allé à La Haye, on l'a arrêté, nous n'avons pas souhaité. J'ai été la seule autorité congolaise par fonction qui est allée voir Bemba à Genève. Et j'étais allé le voir encore plusieurs fois. Et donc, à La Haye, pardon, à La Haye. Donc c'est pour dire que quelque part nous devons savoir ce que nous cherchons dans ce pays. Nous disons là, tenir compte expérience professionnelle et capacité managériale. Expérience électorale. Expérience électorale. Donc quand vous regardez tous ces critères, sur les 11 critères, c'est les deux qui ont rempli plus de la moitié, c'est Félix Sekeli et moi. C'était l'IDPS et l'INC. Et nous, naïvement, nous croyons que cela était dans la tête de tous nos amis. Parce que quand lui, il a vu Bemba, Bemba lui a dit non, non, si vous entendez avec Vital, l'affaire est terminée. Quand je vois Bemba, il me dit, ici, vous entendez avec Félix, l'affaire est terminée. Je vois Katoum, il me dit la même chose, Katoum dit la même chose à Félix, sauf que pour le cas de Katoum, il dit à Félix, non, non, c'est toi qui as choisi, puisque nous avons un accord qui était dans les deux sens. Le mensonge n'aide pas. Et moi, je rentre à Kinshasa, après avoir parlé avec Félix, nous étions d'accord à 80%. Je rentre à Kinshasa, lui rentre aux États-Unis et puis en Belgique. Je vois les gens de MSR de Pierre Loubi devant un jury composé de plus de 40 personnes. C'est l'honorable Nzangi aujourd'hui qui parle à Goma, qui a pris la parole et dit, le président vous avez convaincu. Et puis après, ils m'ont dit, non, non, c'est notre choix. J'ai vu l'AR, qui est une composante d'ensemble. Ils m'ont dit, vous êtes notre choix. J'ai vu Mouzito. Mouzito, qui est le patron du REP, qui était le patron du REP, parce que moi, ça devait être trop compliqué. Il m'a envoyé vers les chefs des différents regroupements dont lui était l'autorité morale. Non seulement ils m'ont choisi, mais cette fois-ci, camarade étudiant pour la première fois, puisque ça qui est une blague à trop direct, je me disais, je vais me comporter en homme d'État. Je l'ai dit sans montrer, mais cette fois-ci, je vais demander que la caméra approche. Ça, c'est une note à l'intention du président du Nouvel Élan. Le Nouvel Élan, c'est le regroupement des Mouzito. Et cette note désignation, tu vois, désignation du candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Je vous épargne toute la lecture ici. Et je vais passer, bon, après avoir tout ça, vous verrez. Après avoir analysé ces critères, les critères de l'Afrique du Sud ici, l'UREP recommande et soutient M. Kamerhe Vital comme candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, moyennant la signature d'une entente entre les partis. Cette contribution répond à un double objectif, et à savoir obtenir l'alternance crédible dans l'intérêt du pays et sauvegarder les intérêts politiques de l'IREP et du Nouvel Élan. Fait à Kinshasa le 4 décembre 2018, Barthélemy Bochouali Lengomo, secrétaire exécutif, Charles Bofassa Djema, président. Le deuxième regroupement des Mouzito fait aussi sa réunion. Accord pour l'alliance avec les alliés AAA, c'est à Mouzito aussi.
Désignation du candidat commun de l'opposition. Excellence, nous, membres du regroupement politique, nous, membres du gouvernement politique, accord pour l'alliance avec les alliés AAA, en sigle, réunis en date d'ici novembre 2018, comme nouvel élan, et au regard des critères objectifs de désignation du candidat commun liés notamment à la capacité intellectuelle des différents candidats, l'expérience dans la gestion de la chose publique, au nombre élevé des électeurs dans la partie est de la République démocratique du Congo, au parti qui a aligné plus de candidats à la désignation nationale et provinciale, l'expérience dans la participation comme candidat à la présidentielle, parce que j'étais candidat en 2011. Au regard de ce qui précède, le règlement accord pour l'alliance avec les alliés AAA vous propose la désignation du candidat Vital Kamere comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre 2018, veuillez agréer, signé Maître Babel Kaleme Manissa, président. Ce n'est pas une falsification, c'est un document. Je ne voulais pas de montrer tout ceci. J'ai tout ceci. Mais nous laissons les gens parler. Nous croyons que vous, les étudiants de notre peuple, vous allez nous aider à comprendre qu'il y avait une machination. Et donc, quand on voit ça, on se dit tout de suite qu'il y a un problème. Nous arrivons à Genève. Vous avez vu les critères de l'accord de Genève, puisque ce qui est là est repris dans l'accord de Genève. Donc, ça répond. La capacité à fédérer, la capacité à rassembler, tout ça. Et maintenant, on dit de l'acte de désignation du candidat. La désignation du candidat de l'opposition est faite conformément à l'article 2 ci-dessus, par la conférence des leaders. La conférence des leaders détermine par ailleurs les rôles des autres leaders et signé par les leaders de l'opposition. Vous comprenez très bien que ici, je n'ai pas vu où on a dit qu'on va désigner suivant les votes. C'est les critères de l'article 2 de l'accord. On nous a fait signer l'accord avant. Nous signons tous, ça nous va tous, c'est très bien, c'est objectif. On nous amène un bout de papier, bon voilà, pour aller vite, on signe. De toute façon, nous avons été serrés, c'est entre nous. On va mettre les choses rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, nous signons. Et quand on commence, on nous dit non, il faut voter. Il faut voter. Il dit comment, dans vous quatre qui êtes encore en lice, vous votez. Tshisekedi, Fayoulou, Matougoulou et moi. J'ai dit non. J'ai été quand même à la base de beaucoup de forums de négociations politiques, en commençant par Lusaka, Sun City, au Conseil de sécurité des Nations Unies, à Kampala, puisque là, la merde était signée à Kampala. Nous avons été ici à Ituri, et vous avez vu quand j'ai conduit des travaux, vous étiez à bord de jeunes, pour l'harmonie entre les communautés, Emalendou et autres, la commission de paix. Je n'ai vu la conférence CNDP à Goma, je n'ai vu à aucun moment, moi j'ai fait voter l'entente entre les Emalendou, entre la CNDP et le gouvernement congolais. Non, on négocie, quand on trouve un consensus, il y a une résolution, on fait voter la résolution. C'est ce qu'on fait. Vous êtes des intellectuels. Maintenant, quand vous nous demandez à quatre de nous désigner, chacun va se désigner, n'est-ce pas? Mais c'est moi. Fayoulou va dire c'est bon, puisqu'il n'est pas venu, il n'est pas candidat pour l'autre, non? Quand vous posez votre candidature, vous êtes sûr que vous serez candidat et votre parti vous a désigné. Mais alors, finalement, on dit non, ils sont terribles. Ils trouvent une formule, ils disent non, chaque candidat a le droit à des votes exceptionnels. C'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire, vous vous désignez vous-même et vous choisissez quelqu'un d'autre. Il dit non. Si c'est comme ça, comme j'étais seul là, il dit non, si c'est comme ça, non, mettons-nous à 7 une fois pour toutes, on fait le vote. C'est à ce moment-là les cartes sont brouillées. Parce que moi, je voyais un danger. Il dit comment expliquer que nous avons deux personnes de candidats présidents, Matougoulou et Fayoulou, un du Kasaï et un du Kivu. Et nous connaissons la fibre ethnique dans ces pays. Il ne faut pas se cacher derrière. Même si j'avais déjà parlé avec Matougoulou lui-même, il m'avait rassuré qu'au VK, vous savez, tout ça, vous savez, les promesses envoyées n'engagent que ceux qui croient. J'ai dit non, je ne crois pas tout cela. Alors, moi, j'ai regardé en direction de Félix Tshisekedi.
Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, c'est après qu'il est sauvé. Puisqu'avant de monter dans les bus, il s'arrête chez nous, vous dites, tu sais quoi, Vital et Bemba veulent te mettre de côté. C'est ça que Vital fait, il se fâche. Il est en bas, Fayou l'appelle. Parce que vous savez, c'est que Vital et Katumbi et Bemba ont fait contre toi. Mais nous, des bandes, nous sommes toi, nous allons voter pour toi. Félix était réconforté, il dit, j'ai 4 voix sur 7, je vais passer. Donc Vital, là, il m'a venu le fouet. Nous arrivons là-bas. Fayou vote pour Matungulu et il vote pour lui-même. Il a déjà 2 voix. Matungulu vote pour Fayou, il vote pour lui-même. Et là, ils ont déjà 2 voix dedans. Moi, je reste correct avec Matungulu, je vote pour Matungulu. Le président Félix Tshisekedi vote, puisque Fayou lui avait dit, il reste correct avec Fayou, il vote pour Fayou. Matungulu se retrouve avec 3 voix. Et Fayou avec 3 voix. Félix avec 1 voix, Kabé avec 1 voix. Et maintenant, les Katumbi rentrent dans la salle avec Nizito et Bemba. Ils sont étonnés de leur blague. Il dit, bon, qui est passé, on fait les dépenses maintenant. Ah, c'est Fayou qui a gagné. Ah, Bemba dit non, Katumbi dit motion. Quelle motion? Non, comment on va expliquer? Lui-même, déjà, il comprend la base. Comment on va expliquer ça à la base? Il dit, ah bon, vous avez problème avec la base? Oui, à l'est là-bas, et puis pour Félix, Félix a dit non, puisque vous avez voulu comme ça, continuez jusqu'au bout. Il était énervé. Allons jusqu'au bout. Ça, c'est la vérité et vous pouvez le vérifier. Allons jusqu'au bout. Et donc, moi, j'ai dit, j'avais déjà eu un problème quand je suis allé à la cité de l'Union africaine, pour une cause noble, parce qu'il restait convaincu qu'ils n'étaient pas partis de trahir. Mais les erreurs, on les commet dans la vie, il faut les assumer. Et après, je me suis rendu compte qu'on n'était pas avec tout le monde de l'opposition. Il fallait quitter cette affaire. Mais pour les cas d'espèce, j'ai dit, allons jusqu'au bout, on signe. On a signé. Mais j'ai prononcé un petit discours avant de partir. J'ai dit, votre accord, c'est pas l'accord qu'on a rejeté, c'est l'accord qui n'a pas de problème. L'accord, les critères nous sont favorables à nous. Mais votre histoire ici de désignation de Fayou comme candidat commun, je ne marcherai que si ma base est d'accord. Donc, comme dans l'accord, il y a un chapitre qui dit que s'il y a un changement profond de l'environnement politique, on peut revenir sur l'accord. C'est quoi le changement de l'environnement politique? On commence à venir les ciels de l'IDPS. Et de l'ILC pour nous, il y a un changement d'abord de l'environnement politique. Et ensuite, nous devons répondre d'abord de notre base avant de répondre au groupe. Et quand on découvre, comme le président l'a dit, que c'était un complot savamment monté, nous avons dit non. Ça c'est concerté. Moi, je l'appelle, il dit non, non, Vital, moi, en tout cas, je vais l'entendre. Est-ce que toi, tu as pas vu devant ton siège? J'étais fatigué, je venais d'arriver à Paris. J'appelle, mais non, on est en train de brûler le siège. Il dit, j'ai retiré ma signature. J'ai dit, ok, faites-le. Mais moi, je ne lui ai pas dit ce que j'allais faire. Il le fait, quand il finit, j'appelle Doc Combo. J'ai retiré ma signature après avoir consulté la base. J'ai appelé les fédéraux, les interfédéraux, j'ai appelé tout le monde. Et donc, nous avons retiré cette signature-là. Ce n'était pas parce que nous voulions embêter qui que ce soit, mais parce que nous ne voulions pas laisser à Kabila et son groupe un passage facile. Aller placer le parti de Fayou décidé, je ne sais pas, il est dans combien de provinces, et lui-même, à sa première expérience, si le plan de développement, ne parlons pas, aller le placer à l'avant-plan, nous disons quand même, là où il y a l'IDPS et l'INC, ici, l'opposition est en train de pêcher. Et ce n'est pas que les provinces se sont opposées aux opposants. Et nous étions convaincus qu'entre les deux mots, il faut choisir. Nous sommes venus du côté de la base. Et l'accueil à Kinshasa l'a dit, partout où ils sont passés. Ça les a énervés et ils sont venus vite à Butembo avant nous, vite à Bunia avant nous. Et c'est cette politique des mensonges que nous sommes en train de dénoncer. Parce que c'est ça qui avait fait tout le parcours de Marshall, des mensonges sur mensonges. On vous promet une chose, vous applaudissez, et puis ça ne vient pas. Joseph Kabila, la même chose. On vient, on pose la première pierre. Je ne sais pas si à Bunia, on n'a jamais posé la première pierre ici. Ou asphalter les routes. On a promis d'asphalter les routes ici. On vient faire la pause, la première pierre, on inaugure, tout le monde applaudit, on part. À Bukavu, première pierre. À Moujma, première pierre. Et tout ça, nous ne dirons pas les mensonges. Nous vous dirons ce que nous allons faire et ce que nous comptons faire. Donc, pour nous, pour me résumer, j'ai voulu, le président, excusez-moi, brancher tous ces documents pour que les gens, une fois pour toutes, arrêtent avec ce mensonge. Je voudrais terminer par une exhortation. Je voudrais exhorter nos amis de la Mouka pour qu'ils comprennent que
ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes capables de le faire, mais nous ne l'avons pas fait. Ils sont passés à Goma après nous. Vous avez la marée humaine qu'il y avait à Goma quand nous sommes arrivés. Nous, on n'est pas allés à Goma, on n'est pas entré dans le décapotable comme ici. À Goma, de l'aéroport jusqu'au stade Afia, pas moyen d'avancer. Il fallait faire les pieds jusqu'au stade Afia. Et donc, si on avait seulement téléphoné à Goma, parce que nous savions qu'il fallait arriver, pour dire, faites des problèmes à vous. Nous sommes, contrairement à ce que nous dit, nous sommes des vrais chrétiens. Nous croyons des valeurs, parce que nous sommes en train de prêcher des valeurs. Cette histoire de tendre des pièges aux amis, affaiblir l'opposition, je réponds à la question de l'ami ici, qui affaiblit l'opposition, puisque nous, partout nous passons, si vous nous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé à Genève, nous répondons. Et si vous nous avez entendu à ce moment dans notre discours s'attaquer à Fayoulou, pour dire qu'il ne faut pas voter pour Fayoulou, non. Aucune fois, parce que nous connaissons notre cible. Donc nous exhortons nos amis à ne pas se tromper d'adversaire. Hier, le président Félix Tshisekedi l'a dit. Les enfants de l'Itourie, je vois un petit groupe de gens qui fait du bruit là-bas. Heureusement, moi je vais déjà partir dans deux directions différentes. C'était pour amener la stratégie d'amener tout le monde à vider les liens et que Félix Tshisekedi et Kamer aient honte. Mais ils ont remarqué que les 2 tiers des gens de Bounia sont restés là-bas parce qu'ils avaient besoin d'écouter notre son de cloche. Et c'est en cela que nous félicitons. Et nous avons parlé. Parce que quand vous ne vous reprochez rien, vous restez toujours courageux. Vous savez que si vous êtes incorrompu, devant la masse qu'on a vue hier, vous allez fuir, vous vous effondrez. Mais parce que nous étions sûrs de ce que nous faisons. Parce que nous savons que nous le faisons pour les Congos. Nous avons tenu jusqu'au bout. Nous devions partir à Kisangani aujourd'hui. Nous avons retardé parce que nous avons dit, on va vous écouter vous tous. Nous devons partir de Bounia sans écouter toutes les couches de la population. Ils ont fait des conférences de presse ici. Ils ont écouté, vous ont laissé en audience. Vous avez été laissé en audience ici? Non. À Goma non plus. Partout ils passent, les guettes, ils atterrissent, ils partent rapidement et ils partent. Ça s'appelle du show, la campagne à l'américaine. Nous faisons la campagne à la congolaise. Nous devons savoir les déplacés qui sont là, qu'ils vivent comment. Et nous allons le faire. Les habitants de Bounia et de l'Itourie, quels sont les problèmes des différentes consoles et sélections politiques? Les étudiants, c'est cela que nous comptons faire. Et au peuple de trancher. Nous ne demandons pas que vous tranchiez en notre faveur. Si notre démarche et notre projet vous agressent, bon. Nous avons entendu les gens dire, oh, vous n'avez pas l'argent, comment vous avez fait la campagne? Justement, c'est encore une occasion de plus pour démontrer que nous ne sommes pas des voleurs. Comment voulez-vous avoir de l'argent au Congo, être millionnaire, milliardaire, pendant que toute la population est pauvre? Vous posez cette question, moi, de temps en temps. Les gens viennent ici, ah, vive tel, mais l'argent, il a eu où? Vous posez la question. C'est cet argent qui aurait pu améliorer et construire au centre de psychiatrie que vous vouliez pour vos expériences, non? C'est cet argent-là qui pouvait faire que vous ayez des bourses et qu'on supprime toutes ces histoires de primes de part. C'est cet argent qui allait faire qu'on construise des routes, mais qui, une partie est prise par ces gens-là, une autre partie a été prise par les Mobutistes à l'époque, une autre partie par les Kabylistes aujourd'hui, et voilà les Congos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, chers amis, Félix Tshisekedi et moi n'avons pas du sang en nous. Je n'ai jamais fait la rébellion, je n'ai été que dans le processus de paix. Félix Tshisekedi n'a été que dans le processus de défense des valeurs de la démocratie et de l'accès au pouvoir à travers les urnes. Ça a toujours été le combat de Etienne Tshisekedi. C'est comme ça qu'à San City, il y avait le gouvernement, dont j'étais le porte-parole, il y avait le MLC, qui avait fait la guerre, les gens de l'histoire ensemble. Il y avait le RCD, qui a fait la guerre. Il y avait l'opposition non armée, qui était menée par Etienne Tshisekedi. Il y avait la société civile comme composante. Comme entité, il y avait le RCD KML, vous savez, ils ont fait la guerre. Il y avait le RCD Lumbala, qui avait occupé l'Itourie, qui a fait, l'Izirou Batouasende, qui a fait la guerre. Et il y avait les Maïmaï. Voilà. Et nous, nous sommes dans la catégorie de ceux qui n'ont pas fait la guerre. Et nous ne ferons pas la guerre parce que nous ne pouvons pas accéder au pouvoir. Vous allez voir à l'aéroport ici. Et là, dedans, ça sent le poisson fumé, salé. Et nous sommes fiers d'être dans les mêmes conditions que les compatriotes. Si vous, le peuple congolais, vous voulez des gens qui sont OK avec des jets, ils ont, moi j'ai 50 maisons, c'est celui-là qu'on va voter. Alors, ne venez pas pleurer demain. Nous allons faire notre campagne calmement et personne ne va nous empêcher de le faire. Après, ici, nous irons ensemble. Parce que nous, c'est ça que nous faisons passer.
c'est qu'ils veulent créer nos capitaux. Et je voudrais à travers vous dire à la population de Kisangani, et de partout où les profondeurs sont passés, de ne pas céder à la population, surtout à nos militants. Puisque ce que les amis veulent, c'est quoi? C'est la confrontation entre les deux camps de l'opposition. Imaginez-vous si hier nous avions dit aux gens de cash, ok, attaquer les gens de la camp. Le résultat, ça allait être quoi? Il allait fêter, il allait s'appeler le champagne. Comme ça, j'ai fait Sénégal, nous sommes retenus, nous avons dit, déjà avant, nous savions que le terrain était miné. Et le mot d'ordre était donné pour que les gens de l'INC de presse ne cèdent pas à la population. Donc des petites vidéos postées par-ci, par-là. C'est la honte. Les élections ne se feront pas sur les réseaux sociaux, c'est sur le terrain. Ils n'auront jamais des images comme vous les envoyez à Makaou, à Walou, partout où ils sont passés, à Kinshasa. Kinshasa n'a jamais vu, même à l'arrivée du pape Jean-Paul II. On n'a jamais vu ça, sans fausse modestie. Les généraux de la police nous ont cité, on fait comment? On vous extirpe, on fait comment? Puisque les gens vont mourir. Et si vous appelez ça, ils sont des traîtres. Non. Nous ne disons pas que les amis sont des traîtres, mais les amis ne sont pas du tout honnêtes. Ils doivent dire la vérité. Et moi, le cas qui me fait le plus mal, c'est moi qui ai fait les SMS. Quand le président Félix Tshisekedi a dit non, on ne peut pas commencer sans Boussa. Comme Boussa, c'est mon frère, je dis non, je m'empresse à lui faire les SMS. Je fais les SMS, je sors, je fais mon cher ami. Bon, moi, je suis toujours honnête. Félix vient de plaider pour toi, tu dois venir. Viens, bosser. Et nous apprenons qu'il est en train de faire le message à Butembo, qu'on fasse la même chose à Félix Tshisekedi et à Kamere comme on a fait à Bouni. Est-ce que c'est ça les combats pour lesquels nous nous sommes engagés? Je vous pose la question pour les étudiants. Vous trouvez ça sérieux vraiment? Non. Est-ce que vous ne trouvez pas que quelque part, avec les amis qui ont des mandats écoutés, qui violent la Constitution, puisqu'ils disent c'est 2 ans, ça viole la Constitution. Kabila vient de faire sa conférence et dit non, je n'exclus pas de revenir en 2023. Mais en réalité, il veut revenir plutôt en 2023. Vous ne trouvez pas que quelque part, il y a quelque chose, une coïncidence malheureuse pour le peuple congolais? Les amis sont dans l'inconscient, je pense. C'est eux qui doivent se réveiller. Ça s'appelle la Mouka, il faut qu'ils se réveillent. Qu'ils se réveillent, que nous puissions unir nos forces contre cette cible que nous sommes en train de vouloir écarter pour donner une vue meilleure à notre population. Ils ne sont pas nos ennemis. Si ils nous considèrent comme des ennemis, nous n'allons pas les considérer comme des ennemis. Nous allons les inviter à se comporter dignement. Ce n'est pas par la violence qu'on va libérer ce pays. Pas les injures. Parce que je sais que dans le populisme, le peuple aime entendre les gens qui insultent. Ah, on insulte tel, c'est celui le vrai opposant. Mais qu'est-ce qu'il a donné comme message à Bounia que vous avez retenu? Par rapport à la sécurité, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport à toutes ces routes, par rapport aux mamans qui peuvent arriver au champ, par rapport aux déplacés. Il a visité qui? C'est cela que je voulais poser comme question. Si nous prenons tout notre temps, c'est parce que nous voulons réellement être en communion avec vous. Monsieur le Président, c'était une question essentielle. Chaque fois, les gens nous écrivent, mais pourquoi vous parlez tout le temps de Genève? Nous n'étions pas dans les prédispositions de parler de Genève. Et puis, si vous nous posez des questions... Et je crois que c'était la demande de tout le monde. Hein? La redevabilité. Maintenant que vous avez suivi Genève, nous vous avons montré le document, qui vous montre aussi le document de Genève, différents de ce que vous venez vous montrer. Les documents de l'Afrique du Sud, différents de ce que vous venez vous montrer, et qui vous disent à quel moment ils ont quitté, puisque moi j'ai posé la question, à quoi aura servi alors l'accord de Genève qui fixe les critères et le mode de désignation du candidat commun. Vous quittez l'accord, vous choisissez un autre mode de désignation. Donc, le mode de désignation viole déjà l'accord et retirer la signature sur un tel mode de désignation ne viole à rien l'accord, puisque l'accord était déjà violé par le mode de désignation lui-même. C'était par tricherie, par dipérie. Les gens se sont réunis et ils nous ont pris en charge calmement avec sourire aux lèvres. Ah, Vital, il y a des Konaga, il y a la quotidienneté. Ah, fait, tu sais que toi, nous, les gens demandent, nous, on va te dire. Et quand ils finissent, c'est ce qui est grave. Qui n'était pas prévu au programme, ils se partagent le poste. Ils disent, ah, c'est Katoum qui prend la parole. Bon, on va donner la primature à Jean-Pierre Bemba. Nous étions déjà fâchés. Évidemment, Fayou et les autres disent, ah oui, Bemba prend. On va donner le président de l'Assemblée nationale de la musique. Ah, tiens, la musique prend. On va donner la gouverneur de la Banque centrale à Batomoul. Ah, Batomoul prend. Et puis, quand on nous pose la question, mais la vice-primature là, de quoi, les COFIN, c'est quoi? On dit c'est les diamants, l'or, le commandant. Ah, ça m'intéresse, moi aussi je prends.
Alors donc, nous nous retrouvons dans une situation où nous nous rendons compte, Félix et moi, que nous sommes venus accompagner les businessmen ici. Les gens qui vont continuer le business, ce n'est pas gouverner le Congo. Et ça, c'est dangereux. Nous allons dire la vérité maintenant qu'ils ont voulu qu'on dise la vérité. On dira la vérité. Nous nous sommes dit pendant longtemps, et comme on dit qui ne dit mot consent, ça a failli nous rattraper. Alors nous sommes obligés de dire la vérité. Alors que tous ceux qui nous ont suivis nous excusent de revenir tout le temps cette question quand le peuple nous demande. Puisque nous sommes au service du peuple. Quand le peuple nous pose des questions, le peuple a droit des réponses. Nous devons répondre. Et qu'eux aussi donnent leur version de fait pour nous dire à quel moment ils se sont concertés pour nous flouer. Parce que tout le monde savait, vous ici à l'Itouri, vous savez que ça allait être entre Félix et Kamel, oui ou non? Avant qu'on vienne vous endormir. On peut poser la question. Camarades, je ne vous influence pas. Sincèrement, je voudrais que vous soyez sincères. Au vu du tableau politique dans notre pays, dans l'opposition, vous pensez que ça allait être entre quel parti de Cameroun? Madame, vous pouvez parler à votre voix comme ça. Nous parlons sans avoir peur. La peur des représentants, on a mis des commandos ici. Moi, je pensais que premièrement, c'est l'IDP. Oui. C'est ça la vérité. Maintenant, je vous ai offert l'IDP, puisque Katoum aussi a dit que son choix c'était Félix Tshisekedi. Je lui ai offert Félix Tshisekedi, alors j'ai dit à Katumbi de revenir. Mais puisque Félix est là, il avait dit que c'est son choix. Félix est là. Il est bien. Donc, nous allons passer à d'autres questions. Mais avant, pour terminer, cette affaire d'Afrique du Sud, c'est un élément aussi qui avait commencé avec ITI. Voilà, c'est une fondation sud-africaine qui avait parrainé cette histoire. Curieusement, quand on arrive à Genève, ITI, qui avait commencé cette idée, d'abord on la délocalise, on l'envoie à Genève, alors que c'était en Afrique du Sud, nous on voulait que ça se passe sur la terre africaine, pour qu'on ne vienne pas dire, ah voilà, ils ont été influencés par les Occidentaux, et ne pas mettre nos amis occidentaux dans des problèmes. On a dit que ça se passe en Afrique. Et donc ITI a commencé. Curieusement, on arrive à Genève. Moi j'ai tenté même de dire, mais pourquoi on va à Genève? Nairobi aussi est une terre africaine. Et nous avons eu contact avec certaines personnalités là-bas qui acceptent de mettre à notre disposition cette, comment j'allais dire, un complexe dans lequel on peut évoluer et discuter avec des amis. Rien à faire, il faut venir en Afrique du Sud, à Genève, etc. On arrive à Genève, on se rend compte que ITI n'est pas là, c'est maintenant la Fondation Kofi Annan. On a dit, mais comment? Pourquoi on a commencé avec ITI? Des gens qui sont d'ailleurs, c'est eux qui ont fait les négociations d'après l'apartheid. Ils ont réconcilié noir et blanc en Afrique du Sud, etc. C'est eux qui avaient commencé ça. On dit, mais pourquoi maintenant c'est la Fondation? Ça vient d'où? Elle a commencé où? Alors là, on nous raconte encore une histoire à dormir debout. Non, les gens d'ITI ont eu juste un problème d'agenda. Ils ne peuvent pas se trouver ici, ils ont d'autres missions. Mais ne vous en faites pas, c'est vraiment la continuité. Voilà comment on nous a endormis. Et nous, on a fait confiance. En fait, nous avons été abusés. C'est nous les victimes. C'est incroyable que ce soit les victimes qui soient tournées en coupables. Et beaucoup de gens, qui m'avaient mis en garde contre cette machination, beaucoup m'ont dit, voilà Félix ce qu'on te dit. On voulait t'amener à l'humiliation, à travers toi, l'UDPS. C'est ça qu'on voulait faire. Et moi, je vais m'incliner, sacrifier l'UDPS pour le plaisir de quelques individus. Jamais. Jamais, au grand jamais. La question suivante est que